Oui, je peux simplement commenter en disant que ta présentation, bah, d'abord, comme toujours, ce que tu fais est assez clair et intéressante. Je dirais, j'ai même appris des choses, mais je suis pas spécialiste de ce domaine, même si j'ai dû lire 50 bouquins sur tout ce qui touche au réseau de neurones. Et j'ai fait de mes 10 doigts en Mathematica un logiciel de reconnaissance de mon chat. Euh, mais tu sais que dans Mathematica, tu as des outils tout faits maintenant pour faire Oui. ça, mais je suis parti des fonctions de base pour vraiment faire ça, pour comprendre. Mais les questions, moi, que je me pose toujours dans tout ça, c'est, là, tu restes à un niveau qui est quand même très général, mais euh, quels sont les ordres de grandeur, si tu veux, des tailles de neurones, des précisions qu'on atteint, tu vois, le rapport entre la taille des X, par exemple, 1 million de pixels et de ton, je crois que tu l'appelais Z, Oui. c'est-à-dire les vecteurs réduits, tu vois, ces informations-là, tant que tu l'as pas fait toi-même, tu te rends pas bien compte. Oui. Et vous avez fait, vous, des travaux de ce genre ou pas en Oui, oui, bien pratique? sûr, bien sûr. Déjà, Et alors, déjà l'exemple un peu académique, le Hello World de MNIST, c'est des images qu'on a de 28 pixels pour 28 pixels, donc c'est petit, mais on les ramène à 10. D'accord. par exemple, sur le chat, Mais si tu veux faire quelque chose de raisonnable, tu es obligé de redescendre à l'espace de quelle 800, dimension? non, non, 800 fois 800, et puis 800 fois 800, c'est ce que j'avais dit à un moment donné. Mais Oui. Et après, au tu le même réduis moment, à combien? on peut réduire à, je ne l'ai pas fait, donc, mais je pense, je l'ai fait sur un autre exemple pour les plaques de signalisation, mais on réduit au début. C'est-à-dire, on a les images, la première chose qu'on fait, c'est on enlève les couleurs parce que ça ne permet pas forcément de différencier. Donc, on garde le noir et blanc, le niveau de gris, donc ce qui diminue un petit peu la taille. Et puis, on réduit toujours à 256, des pixels comme ça, 256 fois 256, parce que c'est suffisant. Et on amène, donc le Z, la première réduction, c'est dans les images, le dataset. D'accord. On ne prend pas les 800 fois 800, ce n'est pas toujours nécessaire. Ben, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on prend des petits paquets de n par n, de 5 par 5, 10 par 10, Oui, mais ça dépend de ce qu'on veut détecter. Mais si on détecte des formes dont la taille est de l'ordre de grandeur de la taille de l'image, un quart, un dixième, mais pas des trucs microscopiques, en général, les gens remplacent les pixels par des paquets de pixels, disons typiquement oui, 3, 3, oui, 5, 5, oui, 10, oui, 10, j'en ça sais j'ai, rien, bien sûr. ce qui fait déjà une réduction. Oui, je Mais peux parler de tu sais, ça. moi, je suis très expérimental et je suis toujours frustré parce que moi, j'ai suivi pas mal de cours autour de tout ça. Je ne sais pas si tu connais le cours au Collège de France de Stéphane Malat. Oui, oui, je l'ai Ça te vu dit quelque chose? pratiquement, j'ai vu pratiquement tout, bien sûr, j'ai vu Bon, eh pratiquement tous bien, ces cours. Oui. ces cours, ils sont chouettes, je trouve. Ils sont Très intéressants. Je le intéressant, très connais, hein, mathématique Stéphane. aussi. Oui. Ils sont très mathématiques, mais bah, Mm. plus ou moins, ça dépend des cours. Mais moi, je trouve il manque toujours, mais je pense qu'en dehors des grandes boîtes genre Google ou les autres, en fait, on n'a pas tant que ça d'expérience vécue sur des problèmes un peu compliqués. Par exemple, la reconnaissance de visage, bon, on le fait tous avec notre téléphone portable, évidemment, mais en pratique, apprendre à partir de, je sais pas, 100 000 ou 10 000 photos, d'ailleurs maintenant on arrive à le faire avec beaucoup moins, que tel visage c'est telle personne, quel est l'ordre de grandeur, si tu veux, des vecteurs, des espaces dans lesquels on se promène, des temps Oui. machines et tout. Ça, on le trouve nulle part, cette information. Euh, il y a, non, on peut le trouver, on peut le trouver. Non, on peut le trouver. En Ben, moi, je suis particulier, preneur de ça, parce que voilà, ça me manque, je trouve. ça je peux vous envoyer, mais je commence déjà par quelque chose que je connais très bien, c'est lorsque Google ont essayé euh, de développer leur traducteur ou bien faire l'analyse, le NLP, l'analyse, donc le Natural Language Processing. Ils ont pris tout le vocabulaire, et je pense que c'est 3 milliards, je ne sais pas, de mots. D'accord. Et puis, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est donné dans le. Et puis, ils ont réduit, donc le vecteur au départ, c'est tout le vocabulaire. Et ils ont réduit ça à, je pense, 200. Donc, l'espace latent, la dimension de la variété, d'accord, sur laquelle on va projeter tous les mots,
tous les concepts, puisqu'on passe au concept. On ne retient plus les mots, mais les concepts. C'est R à la puissance 200, 300. Donc, c'est étonnant que ça suffise oui, pour ça représenter oui, assez. Mais peut-être une autre fois, je peux présenter ça. Mais c'est parce que ça devient distributionnel, c'est-à-dire ça devient continu. Oui. Parce que dans une sphère, d'ailleurs, ce qu'on va faire dans les variationnels après, c'est qu'on va ramener tout dans une sphère de rayon 1. Sphère R à la puissance quelque chose, pas forcément la sphère 3 dimensions 3D. Mais ce qu'ils ont fait, Google, c'est que au lieu de voir les mots comme des êtres discrets, ils ont créé un espace continu. Et quand on a un espace continu, d'accord, vous savez, donc R à la puissance 100, je pense même R à la puissance 100 ou quelque chose comme ça. R à la puissance 100, c'est l'infini. Et ce qu'on gagne en plus, c'est qu'on a une représentation vectorielle des mots. C'est-à-dire que je peux faire la différence de mots, je peux faire un mot plus 5, ça va me donner un autre mot. Un autre mot plus 5, ça va me donner un autre mot, mais les deux mots vont être, les deux vecteurs vont être parallèles, etc. C'est-à-dire c'est vraiment fort. Donc, c'est une logique distributionnelle. On distribue, voilà, on distribue le sens sur R à la puissance 100. Mais par exemple, la réduction de l'ensemble d'un vocabulaire de, je sais pas, de millions de mots, ou peu importe, à un espace de 100 ou 50, 100, ce calcul-là, il représente déjà un réseau qui est absolument considérable. Oui. Et ça représente quel volume de, je ne sais pas, de temps calcul, d'espace, de machin. Je pense aujourd'hui, ça représente, pour Google, bien sûr, c'est rien, mais pour un grand, je pense même pour la France, ce n'est pas grande chose. Parce que les opérations, ils sont très simples. Oui, je sais bien. Les opérations sont simples et puis on utilise le calcul parallèle. Parce que c'est ça un peu la force des réseaux de neurones. Oui, c'est vrai que ça se parallélise à mort, ça c'est sûr. Exactement, justement. Voilà, donc ça se parallélise à mort. Et vous avez parlé au début des réseaux convolutionnels. On prend les petits paquets, donc les filtres, et on suit le. Donc on peut paralléliser de plusieurs manières, plusieurs fois et plusieurs. Oui, mais ça veut quand même dire, si tu fais un calcul très brutal, que tu as des couches dont au moins la première est de l'ordre du milliard de neurones, donc du milliard d'opérateurs du genre sigmoïde ou peu importe quoi. Les couches en dessous, c'est pareil. Et tu vas te promener là-dedans un certain nombre de fois au cours des itérations d'apprentissage. Donc, quand tu fais le produit de tout ça, ça te fait quand même un nombre d'opérations de base du réseau de neurones élémentaires qui est de l'ordre quand même de quelques milliers de milliards. Non, on prend pas les full, on dit fully connected layers. Donc, on prend pas on prend un peu, donc ce qu'ils appellent, Yann Lequin a développé ça à un certain moment, donc les réseaux convolutifs. C'est-à-dire qu'on prend une image. Ce qui nous intéresse dans l'image d'un chat, dans la photo d'un chat, c'est ses yeux, ses oreilles, etc. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, on va composer. Oui. D'accord? Donc, c'est le réseau de neurones. Je suis d'accord. Tes couches en dessous, elles vont être plus faibles, de plus en plus faibles. Ça, je suis d'accord, bien sûr. Mais même la première couche, il ne contient pas des. Donc, j'ai le vecteur entrée qui contient, disons, 1 milliard. Ce n'est pas grave. 1 milliard de pixels. Mais les poids, c'est juste 5 fois 5. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comme un filtre. Oui, tu as plein de poids qui sont les mêmes, en fait. Voilà, donc oui, voilà. Oui, je suis d'accord, oui, bien sûr. Donc, et j'utilise, par exemple, 100 fois 5 fois 5, donc 100 fois 25, donc 2500 poids. Plusieurs filtres. Pourquoi? Parce que le premier filtre va identifier les oreilles, le deuxième filtre va identifier la bouche, etc., la queue, etc. Oui. Non, mais je parlais des mots, du vocabulaire. Comment tu même diminues… le mot, on fait la même chose. Même le mot, on fait un petit peu la même chose. La dimensionnalité du vocabulaire au début. Pour les mots, on prend les phrases, on prend les séquences. Donc, on prend des phrases et on s'intéresse à chaque fois à une phrase. Ce qui nous intéresse,
C'est pas tout le vocabulaire et les relations. Bien sûr, tous deux mots ont une probabilité de se rencontrer. Mais cette probabilité n'est pas la même. Elle est très faible parfois et parfois elle est très élevée. Donc, ce qui nous intéresse, c'est identifier les mots qui se rencontrent le plus. Et les mots qui se rencontrent le plus veut dire que le sens du mot au milieu est porté par qu'ils ont un sens quand dans leur contexte. C'est le contexte qui définit le sens. Et donc, donc, les gens identifient tous les sens possibles et les font correspondre aux mots. À travers une matrice je pense facile à... On peut s'arrêter là parce que sinon je peux te poser des questions toute l'après-midi. Mais on retrouve un petit peu la différence, si tu veux, entre ce qu'on faisait dans notre domaine des méthodes numériques ou des éléments finis, où tu avais des équipes qui restaient très générales, très théorèmes, très concepts généraux. Et puis finalement, des gens, dont je pense que notre labo fait partie, qui ont accumulé une expérience opérationnelle sur ce qu'on peut faire, tu vois. Et je pense que dans ce qu'on raconte sur l'apprentissage machine aujourd'hui, on entend parler pratiquement que des concepts très généraux. C'est difficile de trouver, alors ça existe certainement, je suis d'accord avec toi, mais pour la personne qui cherche à apprendre un peu dans ce domaine, c'est difficile de trouver de l'information sur les problèmes de la mise en œuvre pratique, tu vois, des volumes, des tailles, des astuces, des machins. Exactement, parce qu'il y a une communauté différente qui travaille sur ça. Puis en plus, il y a du secret dans tout ça, évidemment. Oui, certainement. Il y a de la cuisine interne. Exactement, oui, bien sûr. Surtout chez Google, Facebook. D'accord. Oui, moi je connais bien Lequin. Moi je l'ai connu quand il faisait des études à Paris. Et bon, moi j'ai reparlé avec lui il y a 2 ans, et il dit qu'il est soumis à une surveillance pire que l'armée américaine. Oui, certainement. Il est vice-président de Facebook, donc. Oui, c'est bien. C'est pas pour rien. Bon, écoute, c'est bien, merci. Continue. Merci beaucoup. Tu te souviens de Pierre Villon? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors Pierre, en ce moment, il s'amuse avec des modèles des réseaux de neurones qui considèrent comme continus. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des couches indépendantes, donc ce qui fait des opérations discrètes d'une couche à l'autre, donc il est en train d'essayer de décrire ce qui se passerait dans un réseau qui aurait un nombre de couches infini et continu. Et après, infini parce que continu. Hein. Et alors après, alors là, il en est là actuellement. Il cherche à voir sur le modèle de réseau continu quel est l'impact de la modification de sa profondeur. Oui. Et après, à partir de là, de revenir au comportement d'un réseau qui a un nombre de couches discrets, tu vois. Oui. Il passe du réseau à couche discrète au réseau continu, puis au réseau à couche discrète, de manière à avoir un modèle dans lequel tu puisses faire varier le nombre de couches discrètes dynamiquement, et que ce nombre, et plus généralement sa topologie, soit un des paramètres de l'apprentissage, si tu veux. Oui. Peut-être, je ne sais pas un petit peu sur exactement ce qu'il fait, mais en gros, l'idée est déjà... Moi, sur cet ordinateur, j'ai un code qui fait la même chose. On considère le réseau de neurones comme continu, d'accord? Et puis, on transforme, puisqu'il est continu, donc c'est une vitesse. Donne une vitesse très bizarroïde. Hein. Voilà. Donc, l'information, quand il va circuler, ça devient une dérivée par rapport au temps. Donc, un dx sur dt. Donc, l'évolution de l'information ou des données. Si c'est discret, bien sûr, on sait, ça passe de x à x1 à x2, etc., en fonction des couches. Quand c'est continu, ça va passer de x à x plus dx. D'accord, de manière infinitésimale. Et donc, nous avons une équation, équation différentielle ordinaire. Et quand on a une équation différentielle ordinaire, on peut l'intégrer.
Et on peut même, et c'est ce que Bien j'avais sûr. fait avec toi dans ma thèse, je ne sais pas si tu te rappelles, une technique d'intégration Oui, très bien. Oui. auto-adaptative. Mhm. Et ça, je l'ai programmé, Oui, je bien l'ai fait sûr. aussi. Donc, ça tombe bien. Moi et Pierre, on fait un peu la même chose. Et ça marche bien? Ça marche, Ça donne sauf des bons que je l'ai résultats? pas. Non, non, je l'ai publié, je l'ai pas publié. Pourquoi? Parce que et j'ai dit à mes doctorants que je vais les entraîner vers ce projet, parce que j'obtiens exactement les mêmes résultats qu'une autre personne à Montréal. Donc, un certain Duvenot. Un certain Duvenot, c'était son idée, de transformer les couches discrètes en un espace continu. Ça vient quand même c'est un Duvenot et un Chinois donc un certain nombre de personnes qui ont Mais proposé. ce qui est marrant, c'est que une fois que tu l'as mis en continu, tu as une équation, bon, peu importe la manière dont Oui, tu t'y prends, une équation différentielle ou intégro-différentielle. Et si tu la discrétises pour la résoudre, tu retombes sur la logique de couche. oui, c'est ça. Tu te souviens, ça correspond au vieux sujet, je ne sais pas si à ton époque on en avait parlé. En fait, en mécanique, on fait un truc absolument étonnant. Pour Oui, écrire oui, les on a parlé. équations de la mécanique, on commence par prendre un et on dit il est en équilibre sous f de x, f de x plus delta x, non Oui, différentiel. Bon. Après, on dit moi, je vais faire tendre delta x 0, ce qui me donne une équation non plus 17, mais une équation continue, oui, différence au dérivé partiel continu. oui. Et après, Après, je reviens en discret. tu redis en discret. Oui. Et on t'est dit, mais on n'est jamais allé au bout de cette. Mm. Pourquoi on n'arrive pas dès le départ à écrire les relations discrètes Oui, oui, qui correspondent à la discrétisation de l'équadif? oui. C'est une bonne question. Il Hein. faut un certain Gauss, un certain Euler. Voilà, c'est un beau défi. Je pense on a Le commencé à travailler sur les variationnel mathématiques impose discrètes, des. mais ça demande beaucoup Oui, de enfin, bagages parce que et ça c'est une belle thèse. Hein. oui, oui, c'est une belle thèse. De toute manière, les amines et les autres, ils vont certainement, ils vont toucher à ça. Donc, aussi, on y va doucement. Vous avez combien de thésards sur ces sujets? Euh, Cette année, j'ai 4 doctorants, donc, mais ils peuvent mutuellement s'entraider pour Oui. s'approcher, pas forcément pour résoudre le problème, mais pour s'approcher. Mais je pense qu'il y a beaucoup de mathématiques à développer autour de ça. Puis, il y a aussi la notion d'éléments finis, parce que là, on parle donc, ce que j'ai présenté aujourd'hui, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais peut-être la prochaine fois, c'est qu'on va essayer d'approcher la distribution de probabilité par exemple, de l'image de champ, si je les projette dans l'espace R à la puissance 640 000, par exemple, 800 fois 800, mais je peux supposer, je vais faire donc une approximation, localement, c'est une gaussienne. Donc, c'est comme les éléments finis, un petit peu. Donc, j'essaie, Oui, voilà, donc c'est un calcul variationnel et donc les fonctions test, etc. Et on peut développer. Je pense que quelqu'un a déjà travaillé, il a déjà proposé peut-être éléments finis, les réseaux de neurones à base d'éléments finis. J'ai rencontré, j'ai pas parce vu. que l'élément Ça fini existe. est en soi-même un réseau de type graphe Oui, justement. qui sont connectés par des fonctions en fait. Oui. Et donc on est dans les mêmes logiques à part que les fonctions sont linéaires en général. Non, elles sont linéaires, polynomiales, peu importe. Oui. Et où on ne cherche pas la non-linéarité qui donne le fameux théorème général de représentativité des fonctions. Et on se demande d'ailleurs si on ne peut pas retourner vers les aimants finis et pour représenter la représentation de type réseau de fonctions seuil ou sigmoïde ou Oui. autre non La linéaire. prochaine Ça, fois, j'aurai quelques réponses par rapport à ça. ça Parce c'est un truc marrant, ça aussi. il y a les graphes. Je pense Ayoub, il est là, il travaille un petit peu sur les graphes. On traite un peu les GNN, donc les Graph Neural Networks. Et les graphes, ils sont très, très puissants. Ils apportent énormément, beaucoup de choses au réseau de neurones, puisqu'ils lient Oui, bien ils sûr. lient les neurones
manière intelligente. Donc, peut-être la prochaine fois. Et puis, les éléments finaux aussi, je verrai. Parce que l'autre question, c'est… Oui, Gilbert. L'autre question, c'est quel est l'impact de la topologie des réseaux de neurones sur leurs caractéristiques? Oui, oui, oui. Actuellement, les topologies, elles sont faites un peu, disons, au pifomètre. Hein. Oui. Mais c'est un domaine qui se Donc construit. Là, et c'est marrant parce qu'au total, les réseaux de neurones, enfin l'apprentissage, c'est un domaine qui relie des secteurs des mathématiques extrêmement différents. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a de la géométrie, il y a tout ce qu'on veut là-dedans. Il y a tout ce qu'on veut. J'ai fait donc, un séminaire le 10, donc il y a la semaine passée à la fac, on parlait de maths. C'était un séminaire de mathématiques. Et on m'a invité à faire donc, la conférence donc, pour inaugurer, d'ouverture. Et c'était sur l'application des mathématiques en réseau, en machine learning. Et j'ai montré que toutes les mathématiques qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui sont utilisables. Les graphes, bien sûr, oui, les pratiquement, statistiques, les probabilités, l'analyse fonctionnelle, parce qu'aujourd'hui, on a fait de l'analyse fonctionnelle vers la fin. On fait correspondre un point à une fonction et puis on étudie cette correspondance. La topologie, il y a la TDA, Topological Data Analysis, la géométrie, bien sûr, partout. Donc, les fonctions, l'optimisation, l'algèbre linéaire. Donc, moi, je ne vois pas une partie des maths qui ne s'utilise pas en réseau de neurones. Parce que c'est l'intelligence. Donc, l'intelligence, ça veut dire tous les outils qu'on a développés, et toujours pour essayer d'être futé, de résoudre les problèmes rapidement. Mais un truc qui est quand même étonnant, qu'on a découvert, enfin que moi j'ai découvert, c'est que toutes ces fonctions que balayent les réseaux de neurones de très forte dimensionnalité, en fait, c'est des fonctions qui sont relativement lisses. Et c'est pour ça que toutes les méthodes de rétropropagation du gradient ou des méthodes comme ça arrivent à marcher. Parce que si tu utilisais des méthodes du type gradient, comme on fait dans les réseaux de neurones, pour résoudre un problème de mécanique non linéaire, ça ne marche pas du tout. Parce qu'en général, les fonctions que tu essayes de minimiser, bah, c'est des champs de bataille avec des trous partout. Et on a découvert que les fonctions manipulées par les neurones sont beaucoup plus régulières qu'on l'imaginait. Et justement, parce qu'au fond, il y a des choses, comment je dirais, qui sont dans des espaces beaucoup plus petits, en fait, que l'espace externe. C'est assez étonnant, ça, que des méthodes de gradient. Tu te souviens, les méthodes de gradient, nous, on trouvait ça un peu bestial et bebête. Hein. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise et c'est ce qui marche le plus. Ben oui, mais parce que les fonctions qu'on minimise, la fonction d'erreur par paramètre, c'est une fonction qui est gentille, quoi. Elle n'est pas méchante. Certainement. Et puis, il y a un autre problème, c'est que, mais ça aussi, c'est un peu bizarre, c'est que, d'ailleurs, Minsky avait écrit un livre, je pense en 59, où il démontrait mathématiquement que les réseaux de neurones ne vont pas marcher parce que, oui, je me souviens, etc., ne sont pas convexes. Oui, mais c'est le perceptron, donc c'était une couche. Non, même avec plusieurs couches, il a montré, et même aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un qui fait des maths appliquées et vous lui dites, voilà, vous lui donnez le réseau de neurones, il l'analyse, il va dire, ça ne va pas marcher. D'une part, parce qu'il n'est pas convexe, il admet, et puis vraiment pas convexe, il admet beaucoup de minimums locaux, il n'est pas bien posé, au sens de Hadamard, etc. Il va vous lister, et puis nous avons beaucoup plus de paramètres que d'inconnus. Ça ne devrait pas marcher, et pourtant ça marche. Et les gens expliquent ça par le fait que c'est vraiment nouveau, c'est quelque chose de nouveau pour les mathématiciens. Nous avons beaucoup de données en même temps. Donc, quand je travaille avec R à la puissance 5, R à la puissance 6 ou en théorie R à la puissance infinie, et je fais des développements, les choses se bloquent. Mais dans la réalité, le fait que j'ai beaucoup de dimensions,
ce qui marche le mieux dans l'optimisation, c'est la descente du gradient, pas le gradient conjugué et tout. Oui, mais justement, parce que sans qu'on le sache, la fonction dans les espaces à grande dimension à laquelle on s'adresse, elle a des caractéristiques qui font que Oui, c'est pas n'importe quoi ces fonctions. exactement. Et plus la dimensionnalité est grande, plus ces fonctions, je sais pas, Se comportent est-ce d'une que le manière mot, différente de la culture mathématique qu'on a jusqu'à aujourd'hui. elle se comporte pas n'importe comment, si tu veux. Exactement, exactement. Voilà, la dimensionnalité impacte le comportement de la Et matrice. plus d'ailleurs, le gars du Collège de France le dit très bien, il a un exemple qui est vachement intéressant, où il regarde le temps de convergence du gradient, du processus d'apprentissage, en fonction de la dimensionnalité. Oui. Et bien, le nombre d'itérations nécessaires pour que ça converge, il n'augmente pas du tout comme Oui. le nombre de paramètres. Oui, Il oui, est justement. presque constant. Oui. Parce que normalement, une fonction à n paramètres, si tu veux l'optimiser en fonction par une méthode de gradient, plus les dimensions sont grandes, plus il faut d'itérations. Oui. Et là, plus tu augmentes la dimensionnalité, plus la fonction devient, alors lisse, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais Oui. adaptée au gradient, on va dire. Régulière, régulière. Oui, 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 oui. Mais je ne sais pas si le mot régulière mathématique est le bon. Enfin, elle a Oui, quelque mais c'est autre chose chose. qui fait que le gradient marche bien. Oui, parce qu'en machine learning, ce qu'on cherche, ce sont surtout l'intelligence, c'est les concepts et non pas l'exemple. Et j'essaie de me conformer à l'exemple. Les mathématiciens croyaient qu'on cherchait le minimum par rapport à un exemple. On ne s'intéresse pas au minimum par rapport à un Oui, exemple. oui, oui, bien On sûr. cherche à extraire un concept. Et les concepts, ils sont flous, réguliers. Le mot, donc, tu as hésité à dire, tu as dit, c'est pas forcément régulier, mais un peu flou. C'est-à-dire, là, quand je dis table, le concept table, c'est pas la table que je vois avec les coins, etc. Le concept table que l'ordinateur essaie de se représenter, comme mon cerveau, c'est très, d'accord, c'est un peu, c'est comme une pâte. Ouais. Donc, c'est, voilà. Je sais pas si Mais je nous ne sais pas si tu avons. te souviens, les méthodes de gradient Oui, qu'utilisent énormément les gens de la mécanique des fluides marchaient bien dans la mécanique des fluides oui, et marchaient pas bien dans la mécanique des solides parce oui, que les caractéristiques de la fonction qu'on essayait de minimiser n'étaient pas les mêmes. exactement, exactement. Oui. Aujourd'hui, on utilise un peu les algorithmes génétiques. Et d'ailleurs, l'optimisation qu'on utilise pour le réseau de neurones, c'est l'optimisation stochastique. Oui, Et tout ça, ça se regroupe. voilà. Donc, pas Tu, l'optimisation de tout le système. Je prends tous les exemples, je calcule le gradient par rapport à tous les exemples et j'essaie de minimiser. Non, je prends le premier, le deuxième, parce que aujourd'hui, lorsqu'on voit un peu le réseau de neurones, mais sous le regard de la théorie de l'information, on parle de représentation, de généralisation, d'accord? Parce qu'un concept, c'est je généralise une connaissance. Je vois une table, mais je dois créer dans mon cerveau une représentation ouais, du concept de table. Et ce n'est ouais, pas la même chose. Le fait, bien sûr. mais au début, un gamin, quand il voit une table, il faut déjà qu'il associe le mot table à la table qu'il a en face de lui. Mais après, au fur et à mesure qu'il voit d'autres tables, il s'éloigne de la table. Donc, l'optimisation n'a pas le même sens. Peut-être au début, c'est pas grave, je m'approche, j'optimise par rapport à l'exemple, mais après, je dois m'éloigner de. Ouais. Et des gens sont aujourd'hui en train d'analyser ce qui se passe dans un réseau de neurones. Le premier passage par les exemples, le deuxième passage, etc., à travers les époques, parce qu'on parle d'époque, qu'est-ce qui se passe? Que apprend un réseau de neurones? Comment il apprend? Comment les couches Ouais. convergent vers les poids convergent vers un état un peu stationnaire, c'est-à-dire ils convergent vers. C'est magique, c'est magnifique ce que. Oui, il y a un côté. Mais là, on touche à des problèmes très profonds. Hein. Ouais. Et puis, Alors même les moi, équations différentielles ordinaires, etc., on peut les intégrer aujourd'hui par des réseaux de neurones spécifiques. Il y a oui, des oui, techniques, mais oui, j'ai lu ça. Oui. on n'a pas besoin Eh de bien, données. On n'a pas on besoin. refait ce qu'on s'était. Je ne sais pas si c'est à ton époque, qu'on faisait des cours de DEA avec Goury, où on était à deux devant les étudiants et on se critiquait mutuellement sur nos visions des choses.
Alors, ça coûtait plus cher parce qu'il fallait payer 2 profs au lieu d'un, mais… 2 profs et 2 grands profs en plus. Et alors, Goury, lui, il a complètement laissé tomber la science. Il est dans la méditation transcendantale et les trucs orientaux. Là, tu sais. Il est indien, donc… il est revenu à sa culture d'origine. Aux origines. Ouais, c'est drôle. Voilà. Voilà. Donc, merci Gilbert. Je ne sais pas si les participants ont une question. Oui, je ne sais pas ce que les gens qui ont assisté pensent de nos discussions. Là. Est-ce qu'on a pollué la présentation? Non, au contraire, c'est toujours enrichissant. Et j'enregistre donc la séance, donc on va en profiter. À l'occasion, tu me réinvites à une autre. Oui. Mais on comme fait ça pratiquement tous les jeudis, sauf jeudi prochain, on a un workshop à la fac de Kinitra. Mais le jeudi suivant, nous aurons peut-être un séminaire à l'IPC de Stade, mais tous les jeudis, à part peut-être c'est le jeudi prochain. Voilà, donc merci Gilbert.